Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir à la une de ce magazine. Nous serons ce soir. J'ai deux invités ce soir en studio qui ont l'air très studieux. Samir Amin qui est là ce soir pour nous parler de ce qui s'est vu aujourd'hui en Tunisie après le décès donc de Béji Caïd Essebsi, donc le président tunisien qui est décédé donc le mois dernier, le 25 juillet dernier précisément. La présidentielle a été donc avancée. Ce sera le 15 septembre prochain. Oui. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Bien. Et toi? Je vais très bien, merci. Je disais donc à nos auditeurs que ce soir, en fait, nos deux invités qui sont parmi nous, je commence par les hommes. J'espère que ça ne va pas choquer la charmante demoiselle qui est venue, qui est là également. Une autre nous rejoindra et d'autres encore nous vont nous rejoindre ce soir parce qu'il y a beaucoup. En fait, ce soir, l'émission sera très féminine et je me suis dit en fait qu'on va faire quand même une petite fleur à l'homme qui est là. On fait les fleurs généralement aux dames, mais on va en faire une à un monsieur qui est venu ce soir. Il a pris de son temps pour nous parler de la Tunisie. On n'en parle pas très souvent. Donc, suite au décès du chef de l'État le 25 juillet dernier, à l'âge de 92 ans, l'élection présidentielle a été donc avancée au 15 septembre. Et donc, dès ce soir, nous allons entamer donc en fait ces échanges jusqu'au 10 septembre prochain. Exactement. En jeu, les protagonistes et aussi quel intérêt auprès de la diaspora. Bonsoir Samir, une fois de plus. Bonsoir, merci de l'invitation. Alors, pour comprendre aujourd'hui, est-ce que la diaspora tunisienne de France s'intéresse à la vie politique en Tunisie? Elle s'y intéresse et elle s'y intéresse d'autant plus que le décès de Béji Caïd Essebsi est intervenu en plein été. Et comme tu le sais très bien, les diasporas en profitent pour rentrer, comme on dit, au pays. Et ils ont donc été touchés quelque part de plein fouet. Ils ont ressenti l'émotion populaire en direct. Et du coup, ils s'y intéressent sûrement plus que les années précédentes, les élections précédentes. Et donc, quand on parle s'y intéresse, comment s'exprime, comment se vit l'intérêt pour cette présidentielle? La première question, c'est de savoir, est-ce que la diaspora tunisienne a le droit de vote? Bien sûr. Et son intérêt s'exprime par le nombre de fois durant les derniers jours, surtout cette dernière semaine, où on est venu à moi me poser la question, est-ce que tu as des informations sur comment voter? Est-ce qu'on va voter de la France? Comment est-ce que ça va se passer? D'où l'intérêt de ces interventions radiophoniques pour informer les binationaux de la procédure à suivre pour voter pour ces présidentielles. Et ces législatives aussi. Justement, quand on parle des binationaux, oui. Justement, qui peut voter? Un binational ou alors celui qui est seulement tunisien? Alors, les deux, puisque le prérequis pour voter, c'est d'être de nationalité tunisienne. Donc, on va avoir d'un côté les personnes de nationalité uniquement tunisienne et qui ont une carte de séjour pour résider sur le sol français, ainsi que les binationaux qui ont la nationalité tunisienne ainsi que la nationalité française. Donc, ce sera avec vous donc qu'on va donc découvrir en fait... Faute d'invités supplémentaires pour avoir un débat contradictoire, on espère envoyer des invités justement, ceux qui peuvent être les candidats de ces partis politiques là ou les représentants de ces candidats en Tunisie. Aujourd'hui, combien de candidats ont-on déjà enregistré pour la présidentielle en Tunisie? Alors pour le moment, il y en a 26 non confirmés par l'ISI, qui est l'instance qui organise les élections, puisqu'elle le rendra la liste définitive le 31 août. Donc pour le moment, 26 candidats. Au début du mois, on en était à 98. Donc il y a eu un écrémage, notamment par rapport à est-ce que les candidats remplissaient un certain nombre de critères, dont le nombre de signatures qu'ils devaient obtenir. Certains n'ont pas rempli les différentes conditions. Aujourd'hui, on est donc au nombre de 26, alors qu'on était à 98 au début du mois.
le nombre est loin d'être des moindres, mais quand on regarde de manière plus sérieuse, combien semblent vraiment assez prêts pour cette présidentielle? De manière plus sérieuse, on va dire qu'il y a vraiment 5-6 candidats qui vraiment sortent du lot, ou tout du moins ont le potentiel pour à la fois être présidentiables et obtenir le maximum de votes et donc accéder à la fonction suprême en Tunisie. Donc, ce sera donc dans quelques instants avec Samir Amin qui nous parlera donc, qui va nous parler effectivement de cette présidentielle qui semble susciter beaucoup d'intérêt auprès de la communauté tunisienne de France. Et également avec nous ce soir pour nous accompagner. Elle va pas faire son baptême de l'air, elle a dit qu'elle va faire son baptême du micro. Salamanta, bonsoir. Bonsoir Juvenal. Comment allez-vous? Je vais bien, et toi? Très merci. Vous semblez très souriante. C'est un sourire qui cache le stress, non? Peut-être, on va voir. On verra. Donc, Salamanta, ce soir, en fait, nous parlera des chroniques d'une Koulango. Qu'est-ce que c'est qu'une Koulango? Une Koulango, Koulango, c'est une ethnie de Côte d'Ivoire, du nord-est de Côte d'Ivoire. C'est un peuple qui se retrouve surtout dans la ville de Bondoukou. Et ma mère est Koulango. Du coup, je suis à moitié Koulango. Donc, c'est les chroniques de votre maman, c'est ça? Non, c'est ma chronique à moi. D'accord, très bien. Et de quoi vous nous parlerez? Moi, je vous parlerai de plein de choses à découvrir. Et ce soir, comme je fais mon baptême du micro, j'ai décidé de parler du journalisme et de la communication. Bien, on vous garde le suspense, on se retrouve dans quelques instants pour vous dire merci à vous qui êtes venus donc nous rendre visite, vous qui êtes là ce soir pour effectivement éclairer nos auditeurs. C'est vrai que nos auditeurs ont compris qu'on a tout de suite fait le voyage sur le continent. Merci à vous, amis auditeurs qui nous écoutez. Nous allons proposer cette brève ponctuation musicale. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Exemple, le bac qui a trop bas niveau supérieur à Rafa, toujours Moana. Hommage à J.D. Jonathan. Ouais, Jean le magicien. Jonathan, Jonathan, Maelo. La musique, Maelo. La musique, Maelo. La musique, Maelo. La musique, Jonathan. On a pleuré pour Jonathan. Oh yeah, Jonathan. Shiki Bella to Selingana. Jonathan. Jonathan. Oh yeah, Shaibala Boko. Bakoma na mecho. Petit mecho, moi manila ngayo. Malelo. La musique. Malelo. La musique. Malelo. La musique. Malelo. Jonathan. Maman Germaine, Maman Tina Spencer International Bawon musique. Levez les mains tout le monde. On pleure pour Jonathan, Bamoukoulou DJ. Son funérailles, vraiment on a pleuré. Quand on est allé
Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et ses diasporas. Soyez donc les bienvenus. C'était donc un clin d'œil, un hommage à Ange Didier Wong, décédé le 12 août dernier, des suites d'un accident de la rue. Il est né le 26 janvier 1986, très connu sous le nom de DJ Arafat, et des obsèques officielles sont organisées. Donc, je vais poser une colle à notre jeune journaliste qui est entré, Aïssata. Les obsèques officielles sont organisées quand? Les obsèques officielles. Bonsoir d'abord. Bonsoir. On va poser une colle à un journaliste, là, décollez-vous. Et bonsoir à vos auditeurs. Je pense que sans me tromper, les obsèques sont prévues 30-31 août à Abidjan. À Abidjan, très bien. Elle a donc fait son cours de sondage d'actualité. C'est l'une des leçons, en fait, c'est l'un des cours qu'on ne loue pas dans une école de journalisme. C'est ça qui donne en fait cette envie de toujours s'informer et être actualité. Donc c'était donc un clin d'œil à DJ Arafat. Nous allons repartir donc très rapidement sur le continent avant de retrouver nos invités de studio. On va commencer donc en Afrique centrale où cette nouvelle pas très joyeuse, près de 100 disparus dans un naufrage au Cameroun. Le navire Ostrem a fait un naufrage en mer au large de Bakassi avec à son bord près de 200 personnes. Selon l'armée camerounaise, le navire s'est renversé durant la nuit du 25 au 26 août dernier dans une mer très houleuse. Selon les autorités, donc, le bilan provisoire serait de 107 rescapés et 3 corps de femmes retrouvés. Ils ont tous été transférés au port de Bota. C'est à Limbé, c'est dans le sud-ouest du pays. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. On va donc faire une fois de plus le tour du studio pour présenter à ceux qui se joignent à nous qu'à ce moment, donc en fait ceux qui sont parmi nous ce soir. Et je m'en vais donc trouver Samir Amin une fois de plus. Bonsoir Samir. Bonsoir. Comment allez-vous une fois de plus? Ça va très bien. Cool. Vous êtes là ce soir pour nous parler en fait, pour implanter le décor sur la prochaine élection présidentielle qui a lieu le 15 septembre prochain en Tunisie. Tout à fait. On parle des enjeux. Oui. Avant donc de prendre la position musicale, on parlait effectivement de l'enthousiasme, de l'engouement qui aujourd'hui existe chez la diaspora tunisienne de France. Alors, pour comprendre, vous disiez que ne peut être électeur celui qui a double nationalité ou celui qui est seulement tunisien? Les deux. Les deux, puisque légalement, lorsque vous êtes porteur d'une nationalité, vous êtes quelque part français. Quand vous êtes à l'étranger, vous restez français. Si demain vous êtes au Canada, vous avez la nationalité française, vous pouvez voter aux élections françaises. En ce qui concerne la Tunisie, c'est exactement la même chose. Vous jouissez de vos droits en tant que citoyen tunisien, que vous soyez résident sur le sol tunisien ou à l'étranger. Et donc, face à vous, elle s'appelle Salamata, une fois de plus. Bonsoir. Bonsoir, Juvenal. Et donc, on parlera donc de la chronique d'une Koulango. Et ce soir, vous nous parlerez en fait des femmes journalistes, jeunes femmes noires journalistes. Oui, tout à fait. On a été rejoints durant donc, cette plage musicale par Aïssata, que je connais. Très ponctuelle. Une fois de plus, bonsoir Aïssata. Bonsoir Juvenal. Quand le journal commence à 5 minutes après, il y a quoi? Juvenal, je ne vais pas peut-être rentrer dans les détails, mais c'était quand même assez compliqué. D'habitude, je suis très ponctuelle. Je n'ai rien dit. J'ai dit quand le journal commence à 5 minutes après. Donc on disait qu'il y a coup d'État, ce n'est pas le cas en France. Donc quoi qu'il en soit, elle est là parmi nous ce soir en fait. Donc avant de rentrer dans la chronique de la Koulango, donc on va faire un tour. On va aller vers le nord de l'Afrique et on repart donc en Tunisie. Samir Amin est là ce soir pour nous parler effectivement des enjeux. Qu'y a-t-il d'intéressant dans cette élection aujourd'hui? Ils sont déjà 26 enregistrés, 26 candidats. Et sur les 26... Sur les 26, véritablement, on peut estimer qu'il y a entre 5, 6, voire véritablement 8 candidats qui peuvent éventuellement se démarquer. Néanmoins, aujourd'hui, on va vraiment se recentrer sur 5 principaux candidats pour être le plus clair possible pour nos auditeurs. Qui sont-ils?
Alors, on a évidemment le candidat désigné par le parti majoritaire au Parlement, à savoir le parti islamiste Ennahda, donc qui s'appelle Abdel Fattah Mourou, qui a 71 ans, qui est un avocat de formation et qui était l'ancien président de l'Assemblée du peuple, l'équivalent de l'Assemblée nationale française. Puisqu'en fait, très rapidement, je fais un petit comeback suite à la mort de Béji Caïd Sebsi. Il y a eu un petit jeu quelque part de chaise musicale pour prendre l'intérim, à savoir que le président de l'Assemblée du peuple, donc de l'Assemblée nationale, qui s'appelle Mohamed Ennasser, 85 ans, a pris le relais de la présidence de la République, et du coup, par ricochet, le vice-président de l'Assemblée est devenu président. Donc du coup, a pris la place de Mohamed Ennasser. Je vous prends au mot quand on vous dit qu'il y a eu chaise musicale, ça sous-entend qu'on aurait pu avoir mieux, c'est ça? Non, c'est juste que si on se réfère à la Constitution, qui prévoyait le cas d'un décès éventuel du président de la République avant la fin de son mandat, c'est ce qui était prévu. Et donc, dans le calme le plus total, sans aucun tank, ni armée, ni trouble à l'ordre public, le droit a été respecté et donc chacun a pris la place qui lui incombait. Ce qui semble favoriser les uns les autres, apparemment. C'est simplement qu'ils ont pris la place qu'ils quelque part, méritaient au vu du droit. Sans commentaire. Donc, la Bien Constitution donc, a été respectée. Donc, la question, c'est qui semble aujourd'hui, au vu des sondages, au vu de ce que les uns et les autres ont pu donner dans la vie politique tunisienne, qui semble à même aujourd'hui de succéder directement à Béji Caïd Sebsi? Alors, au-delà de Abdel Fattah Mourou, donc, qui est représentant du parti Ennahda, on a Nabil Karoui, qui est un mania des médias, qui a 55 ans, qui a fondé son parti qui s'appelle Qalb Tounes, dit en français le cœur de Tunis, qui est crédité depuis fin mai d'un peu plus de 30% des intentions de vote. Donc c'est vraiment le concurrent aujourd'hui le plus proche de Monsieur Mourou. L'info que nous avons depuis quelques jours, c'est que ce dernier, Nabil Karoui, donc, a été placé en détention préventive. Oui. Depuis la prison, il peut voter? Il a été effectivement arrêté ce vendredi dans le cadre d'une enquête judiciaire qui concernerait une éventuelle évasion fiscale. Je parle au conditionnel puisque c'est la justice qui doit faire son travail. Je respecte la présomption d'innocence de cet homme. Alors, d'après l'information que nous avons, en fait, on parle de une enquête pour blanchiment d'argent. C'est ce qui est énoncé, effectivement, dans les médias. Donc, au cas où ce dernier venait à être, on sous-entend, politique fiction, on ne sait pas trop, hein, bien sûr, qu'il soit libre, qu'il soit blanchi, je ne sais pas si un procès peut avoir lieu ces jours-ci, et puis il est blanchi, ce qui semble quand même très peu probable. Après lui, ce serait qui? Il y a l'ancien ministre de la Défense qui a été désigné par le parti Nida Tounes, qui était le parti de Béji Caïd Sebsi, qui a donc désigné Abdelkrem Zbidi, qui était le ministre de la Défense, comme étant candidat à la présidentielle. Et nous avons aussi le Premier ministre tunisien, qui a plus ou moins délégué ses fonctions pour pouvoir se présenter à la présidentielle, et qui a fait comme Béji Caïd Sebsi en son temps, qui a fondé un parti qui s'appelle Tahia Tounes, qui veut dire « Vive la Tunisie », et qui lui a crédité d'environ 8% des intentions de vote à l'heure d'aujourd'hui. Au vu de tout cela, on a déjà... Ça fait 3 ? J'ai fait 4 candidats. 4 candidats, il n'y a pas de femmes. Si, donc il y a 2 femmes, mais la plus importante et surtout celle qui est la plus présente dans les médias s'appelle Abir Moussi. Elle fait partie du parti d'Historiens Libres. C'est un parti qui se réclame de l'héritage notamment de Ben Ali, plutôt orienté extrême droite. Elle a 44 ans et est aujourd'hui, on va dire, la plus fervente opposante du parti islamiste dans ses dires. Très logiquement, vous pensez qu'elle a des chances? À l'observation, bien entendu. Vous savez, cette élection réserve tellement de surprises, notamment au vu de l'arrestation de M. Karoui, que bien malin sera celui qui arrivera à prédire qui sera le président qui succédera à Béji Caïd Sebsi. Comme quoi, bien de surprises peuvent encore... Exactement. Bien. On a donné 4, ça fait 4 candidats déjà? Exactement. Et du coup, le dernier, qui s'appelle Kaïs
Saïdi. C'est un universitaire, il a 61 ans, aussi surnommé Robocop, puisqu'il a une manière de s'exprimer qui est un petit peu saccadée, qui s'exprime aussi également en arabe littéraire. Lui, il est plutôt sur un programme de décentralisation, plutôt novateur, indépendant. Il se veut un président très proche du peuple, il ne souhaite pas résider à Carthage. Vraiment, il casse les codes. Aujourd'hui, justement, il monte dans les sondages petit à petit, il fait son chemin. On verra ce que ça donnera, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, bien malin est celui qui arrivera à deviner quel sera le futur président de la République tunisienne. On a donné quelques noms, parce que la liste est loin d'être exhaustive, on a donné quelques noms. Oui. Mais ce qui est intéressant, juste, c'est de voir quels sont les enjeux de cette présidentielle, en fait. Les enjeux, c'est déjà d'être le deuxième président démocratiquement élu de la seconde République, puisque, comme tu le sais, depuis 2011, on est passé du régime de la première République qui était à l'époque aux mains de Ben Ali, de 87 à 2011. On est passé au régime de la Deuxième République avec une nouvelle constitution qui a été finalisée en 2014. Et donc ce sera le deuxième président démocratiquement élu de la République tunisienne aujourd'hui. Quels sont les liens qu'en fait, que tous ces gens qu'on a cités aujourd'hui ont avec la diaspora tunisienne? Aujourd'hui, le parti qui est véritablement... on va dire historiquement, qui a eu aussi une implantation à l'étranger, c'est notamment Ennahda, puisque sous Ben Ali, ils ont été bannis du territoire tunisien. Donc ils ont été exilés durant des années à l'étranger, donc ils ont réussi à s'ancrer à l'étranger auprès de la diaspora. Évidemment qu'il y a aussi les autres partis. En son temps, il y avait aussi Mounsof Marzouki, qui est plutôt... positionné sur la défense des droits de l'homme, qui est arrivé au second tour, pour info, en 2014, qui avait été crédité de plus de 30% des voix au second tour, mais qui s'est incliné face à Béji Caïd Sepsi, et qui se représente également de nouveau à ces présidentielles cette année. Tout à l'heure, on parlait en fait voilà, sur le plan émotionnel, en fait, de ce que ça a pu causer chez la diaspora, on l'a nommé ici, voilà, tunisienne. Oui. C'est en pleine vacances d'été, que le chef de l'État est décédé. Et on imagine que ça fait quand même c'est assez dur, puisque à l'observation, beaucoup d'observateurs pensaient effectivement que c'était un homme qui était assez bien apprécié par son peuple. La question, c'est est-ce que vraiment les Tunisiens, la diaspora, au-delà de ces émotions-là, s'intéressent à la vie politique là-bas en Tunisie? Oui, effectivement, ils s'y intéressent parce qu'il y a beaucoup de Tunisiens de la diaspora qui investissent en Tunisie. Donc effectivement, ils s'intéressent à la politique tunisienne pour s'assurer déjà de la sécurité future éventuelle de leurs investissements. Et aussi, les Tunisiens de la diaspora font partie des plus gros investisseurs aussi dans l'immobilier, puisqu'ils achètent pour certains leur résidence secondaire. Et donc, du coup, ils ont envie de savoir exactement comment ça va se passer au sein du pays et éventuellement décider de l'achat ou non de la résidence secondaire. Et puis, troisièmement, il ne faut pas oublier que la diaspora apporte aussi des devises étrangères au pays qui lui est indispensable à son équilibre du point de vue économique, notamment pour l'achat de ses importations. J'entends ce que vous dites, mais l'impression que j'ai, c'est que ce n'est pas toute la diaspora tunisienne qui a quand même ces facilités-là. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des mesures incitatives pour faciliter, pour favoriser le retour de cette diaspora-là, concrètement? Concrètement, il y a certaines mesures qui facilitent le retour de la diaspora, notamment pour amener un véhicule en Tunisie dans le cadre d'un retour définitif ou d'un retour temporaire. Il y a évidemment des facilités pour ouvrir des comptes en banque, notamment en devises. Vraiment, la Tunisie fait le maximum pour encourager les Tunisiens de la diaspora à investir au pays. Je sais que dans une autre vie, vous êtes également opérateur économique, comme on dit, qu'on appelle sous d'autres cieux. Oui, de manière très modeste. Oui, on va rester modeste. Mais ce que vous dites ce soir, et c'est quand on va vraiment en Tunisie, est-ce que les choses sont aussi simples que cela sur le terrain? Parce qu'il y a ce qui est dit. Et qu'est-ce qui est vécu concrètement? Aujourd'hui, ce qui est vécu, et je pense qu'il va devoir se faire avec les années, c'est avec le temps une réconciliation entre la diaspora et la population locale, puisqu'il y a une certaine, on va dire, dichotomie au niveau de la pensée, mais qui se résorbe
petit à petit, avec l'arrivée d'Internet, l'arrivée des réseaux sociaux, et du coup, les mythes d'antan n'ont plus place, et aujourd'hui, en tant que aussi opérateur économique, comme tu le disais sur la Tunisie, je trouve qu'on est de mieux en mieux accueillis localement sur place. J'ai posé la question, la pose autrement. Là, il y a le regard du citoyen tunisien qui est resté au pays, que d'aucuns appellent méchamment blédard. C'est pas le cas ce soir. C'est pas lui que je parle. J'ai fait allusion effectivement aux institutions tunisiennes. Est-ce qu'elles favorisent, est-ce qu'elles simplifient les démarches pour les Tunisiens? Pas ceux qui ont des réseaux, parce qu'on sait aussi qu'il y en a qui ont du réseau, ce qui n'est pas péjoratif en fait, mais est-ce que le Tunisien de la diaspora lambda a la possibilité aujourd'hui d'y rentrer et de pouvoir s'installer ou bien monter une entreprise là-bas? Alors, depuis l'année dernière, il faut savoir que le gouvernement a lancé un grand plan de dématérialisation des procédures administratives, et du coup ce qu'on appelle la petite corruption de mairie a tendance à s'amenuiser, puisque de plus en plus de documents peuvent être obtenus en ligne, et du coup ça facilite grandement certaines procédures, effectivement. Nous sommes ce soir avec Samir Amin qui est venu ce soir nous parler un tout petit peu du contexte dans lequel l'élection présidentielle du 15 septembre prochain va se tenir. Rappelons donc en fait l'élection a été avancée suite au décès du président décédé donc le 25 juillet dernier. Donc, exactement. Donc c'était prévu en principe pour octobre, elle a été avancée donc pour le mois de septembre. Effectivement. Pourquoi elle a été avancée en principe? Alors, elle a été avancée puisque si l'on lit la Constitution, le président par intérim qui prend donc le relais du dirigeant, du défunt dirigeant, ne peut rester au pouvoir que 90 jours. Et étant donné que le deuxième tour de la présidentielle n'interviendra qu'après le premier tour des législatives, si on fait le calcul, le président Mohamed Ennaceur, qui est le président actuel par intérim, serait resté plus de 90 jours et serait été non conforme à la Constitution. Donc, pour respecter la Constitution, il a donc fallu donc, anticiper les avancées. Est-ce que le pays est prêt? Oui, les institutions sont prêtes. Je pense que le peuple tunisien, depuis 2011, baigne justement dans la liberté d'expression, dans la liberté de se réunir, dans la liberté aussi de créer des associations, de créer des mouvements. Cela fait aujourd'hui 8 ans que le peuple tunisien essaie de se mobiliser, de défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Et aujourd'hui, tu sais, on dit souvent que la meilleure manière d'apprendre à nager, c'est de se lancer dans le bain. Donc, est-ce qu'il y a véritablement un bon moment pour un peuple pour être prêt? Samir Amin, on se retrouve dans quelques instants. Trop de blabla, j'entends trop de blabla. Et tout ce que j'entends, tout ce qu'il raconte, moi je n'y crois pas. Neta l'América, pas la fouille Joyara. Neta la Italia, pas la fouille Joyara. Nena Africa, but I feel no way, Joyala, you know. None of my dog can die yet, I don't get die yet, I don't get die yet. Romance, blah, 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 trop de blah, 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 y'a trop de blah, blah, blah. Pas de blé pour les paysans, blah, blah, blah. Romance, blah, 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 y'a trop de blah, blah, blah. Rien de prévu pour les étudiants, blah, blah, blah. Promesse, bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Le programme c'est du vent, bla bla bla. Promesse, bla bla bla, y'a trop de. Allo ele, farafina masalwa. Naluma wuliwa, manebe namfa. Trop de bla bla. J'entends trop de blabla.
Et tout ce qu'ils racontent, tout ce qu'ils me disent, moi je n'y crois pas. Neta l'América, farafouye Joyara. Neta la Italia, farafouye Joyara. Nenana Africa, farafine ume Joyara, ya no. Nanmadoke doye, kadoke doye, kadoke doye. Promesse bla bla bla, trop de bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Les faux discours sur l'éducation, bla bla bla. Promesse bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Ils ont jamais trouvé de solution, bla bla bla. Promesse bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Tout ça c'est de la fiction, bla bla bla. Promesse bla bla bla, y'a trop de. Allo Willy, what if you know my salwa? Nalma Willy, my nebe nampa. Trop de blabla, j'entends trop de blabla. Tout ce qu'ils racontent, tout ce qu'ils promettent, moi je n'y crois pas. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. C'est donc Tikenja Fakoli, trop de blabla. Nous ne ferons pas que de blabla ce soir. Nous allons essayer d'aller au plus profond des sujets. Donc ce soir, nous sommes avec Salamata. Bonsoir. Bonsoir Juvenal. Alors, chronique de Koulango. De quoi on parlera ce soir? Je vais mieux le dire parce que là, tu es en train de cafouiller un peu le nom de ma chronique. Non, c'est chronique d'une Koulango. Et Koulango, comme je le disais tout à l'heure à nos auditeurs et nos auditrices, c'est un peuple de Côte d'Ivoire, nord-est précisément, et qui sont implantés surtout dans la ville de Bondoukou. J'ai décidé d'utiliser ce nom Elle a décidé. Là, on reconnaît la chef. Allez-y. Qui fait un peu partie de mon identité parce que ma mère est Koulango, 100%. Et donc, je suis à moitié Koulango, parce qu'après, de l'autre côté de mon père, qui est du Burkina Faso, c'est notre peuple. Voilà, j'ai toujours vu dans cette ethnie et dans ce peuple des femmes très, très fortes. Très bien. On ne va pas fâcher le papa, on ne va pas faire des jaloux ce soir. Ce soir, donc, de quoi allez-nous parler précisément? Comme c'est mon baptême du micro, comme je l'ai dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai décidé de faire honneur à celles qui font du média et du journalisme leur métier. Du coup, j'ai décidé de solliciter une très chère amie, Anna Nebier, et une connaissance récente que j'ai découvert lors de la manifestation pour rendre hommage à Mamoudou Bari, que je vais rappeler a été assassiné en juillet passé. C'était un crime raciste, on va le dire. Et ici, Aïssata Kamara, qui est journaliste aussi et étudiante en journalisme. D'accord. Alors, pour préciser qu'effectivement, dans le cadre donc, de cet échange, il est question de parler d'identification, de parler en fait de comment se construit en fait une identité. Beaucoup de jeunes noirs, par exemple, ont du mal à s'identifier et du coup, ils sont souvent perdus un tout petit peu. Elles n'ont pas de repères quand il s'agit de choisir un métier. Et donc, du coup, ce soir, on parle donc de femmes jeunes journalistes. Oui. Et donc, avec nous en ligne, Anan. Bonsoir, Anan. Bonsoir, Juvenal. Bonsoir, Ferry. Bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices. J'ai vu une qui se coule la tête en disant oui. On dit bonsoir. Bonsoir, Anan. C'est Issata. Donc, du coup, Aïssata est étudiante en journalisme aussi, c'est ça? Oui. Ouais. Pour comprendre, Anan, Oui. vous êtes étudiante en journalisme où? Un master de journalisme à l'université Lumière Lyon 2.
master en journalisme Université Lumière Lyon 2. D'abord, on s'excuse auprès de nos auditeurs parce que nous avons un petit souci technique et du coup, on fait comme à l'ancienne. Nous, la qualité de sonore n'est pas vraiment des meilleures. Donc, on tient à présenter nos excuses à nos auditeurs. Et c'est pas un complot contre les dames, hein, loin s'en faut. Et donc, master en journalisme, ça sous-entend quoi? Vous avez fini ou vous commencez? Je ne sais pas trop, c'est quoi concrètement? Là, je suis en deuxième année de master, donc c'est plus vers la fin du master. Là, actuellement, je suis en stage et c'est le stage de fin d'études. Donc là, vraiment, je suis sur le point de finir mes études. Est-ce qu'Aïssata a suivi? Pardon? Aïssata, qui est également étudiante en journalisme, est-ce qu'elle a suivi ce que vous avez dit? Bien sûr. Je connais bien Nan parce qu'on suit un peu le même programme, donc voilà. Et Aïssata? Aïssata est aussi dans le même programme que Anan, à Master 2 de journalisme à Lyon 2 dans les nouvelles pratiques journalistiques, il faut le dire. Mais encore, ce qui fait la particularité de mon cas, c'est que je suis en mobilité dans un programme d'échange financé par le programme Erasmus+. Et du coup, je suis là dans le cadre d'un programme d'échange entre l'université du Burkina, Bobo Dioulasso, et celui de Lyon 2. Voilà, à la suite d'un master que j'ai aussi obtenu dans cette université. Donc, voilà. Et Aïssata me disait aussi qu'elle est déjà journaliste. Oui, c'est vrai, mais en temps normal, voilà 2 ans maintenant que j'ai du coup raccroché professionnellement pour laisser place à la formation parce que ne peut exercer ce métier qui le veut, mais vraiment qui le peut. Il faut s'adapter vraiment aux nouveaux outils et c'est pourquoi j'ai d'abord mis de côté tout ce que je faisais comme activité pour vraiment m'adonner à la formation, mais je pense que je suis déjà à la fin. Voilà. Et vous avez commencé votre parcours scolaire et tout dans le journalisme immédiatement? Non, pas directement. Au début, enfin à la base, j'ai appris le métier vraiment sur le tas. Et ce n'est qu'après le besoin de formation s'est présenté parce que je voulais vraiment faire carrière dans ce domaine qui m'a passionnée toute mon enfance, presque toute ma vie. Et moi déjà à l'enfant, je peux dire que j'ai été journaliste sans le savoir. Sans le savoir, dans la mesure où à la maison je parlais, je prenais des choses que je faisais. C'était inné quoi. C'était comme ça et c'est parti. Pour preuve, au lycée, j'ai, avec bien sûr l'accord de ma direction, créé pour la première fois la presse scolaire qui n'existait pas. Et ça a été une initiative que j'ai portée durant tout. Et aujourd'hui, je peux vraiment me féliciter parce que ça continue. Et ça c'est bien. C'est déjà, je pense que c'est ce qui a été l'élément déclencheur, voilà. D'accord. Et Anan, qu'est-ce qu'elle nous dit de son parcours? Moi, je dirais, c'est plutôt comme Aïssata aussi. Moi, j'ai toujours j'ai toujours voulu faire du journalisme depuis que j'avais 10-11 ans. À peu près, je me suis prise à vouloir devenir journaliste. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, depuis, je suis dans ça. Et franchement, plus j'avance et mieux je me sens à l'aise dans le journalisme. Et donc, franchement, oui, c'est ça. C'est le fait d'avoir voulu faire du journalisme depuis longtemps, finalement, qui me porte jusqu'aujourd'hui. D'accord. Et par exemple, moi j'ai grandi ici en Europe. Quand on est petit, on a toujours des modèles à qui on se réfère. Vous, est-ce que vous avez eu des modèles dans ce domaine? Est-ce qu'il y a eu des femmes, moi je dis des femmes, peut-être aussi des messieurs, qui vous ont inspiré et qui vous ont donné la force et à qui vous vous êtes identifié? Moi, tout de suite comme ça, le nom qui me vient, c'est celui de Mariam Vanessa Touré. C'est une ancienne journaliste à la radio-télévision du Burkina Faso. Et moi, vraiment, oui, c'est elle qui m'a inspirée. Quand j'ai décidé de faire du journalisme, c'est elle qui m'a inspirée, qui m'a donné la force. Parce que je trouvais qu'elle apportait quelque chose de nouveau, de différent. Elle avait sa propre personnalité. Elle avait son style journalistique, son style vestimentaire que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé sa personnalité et le caractère particulier qu'elle apportait à la présentation de son journal. Donc, c'est vraiment elle qui m'a beaucoup inspirée. D'accord. Merci beaucoup. Je découvre du coup une journaliste burkinabé, c'est ça, que je ne connaissais pas. Je connais très peu de journalistes africaines et noires. Elles sont talentueuses, ça existe bien sûr. Et comme Anan, moi, celle qui m'a le plus inspirée, c'est la seule femme jusqu'ici dans l'histoire de la Guinée, en tout cas, à avoir occupé le poste de ministre de l'Information, Hadja Aïssatou Bella Diallo.
Et il faut dire que c'est une femme qui a longtemps tenu dans ce domaine et qui continue d'ailleurs parce qu'elle a aussi créé son propre média. Elle a été l'une des premières femmes à vraiment créer son média dans un milieu détenu carrément que par des hommes. Donc voilà, elle a été mon modèle, mon inspirante et chaque fois que je la voyais, et elle avait une façon de faire qui était vraiment différente de celle des autres. Et je me suis dit, ben voilà, tiens, elle au moins elle révolutionne un peu dans le métier, elle apporte du nouveau. Et voilà, c'est parti comme ça. Et pas qu'elle seulement, il y a eu Mariama Callas, il y a eu des femmes techniciennes, des femmes... Pour la première fois que j'ai suivi une femme JRI, Tu peux expliquer ce que c'est JRI parce que JRI, c'est des femmes journalistes, reporters d'images, et tu vois, qui se tient là avec une caméra qui pèse des tonnes, dans un milieu vraiment masculin. Tu vois, c'est des choses qui m'ont vraiment captée et accrochée. Vraiment, je me suis dit, ben, un jour, peut-être que je ferai comme elle ou que plus. Donc, c'est des femmes inspirantes qui m'ont beaucoup, disons, elles m'ont pas seulement qu'inspirée, mais accompagnée. Parce que je suis allée vers elles. J'ai voulu savoir comment ils ont fait pour en arriver là. Parce que je vise loin dans ce métier. C'est bien. Et d'ailleurs, moi, je l'ai vu lors de ta participation à la marche pour Mamadou Barry, ton activisme, le fait que tu nous dis que tu as créé un premier magazine dans ton lycée, c'est très bien. Comment tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois peut-être, patronne de médias, pourquoi pas. Et également... en Guinée, en Guinée, bien sûr, parce que il y a aujourd'hui un réel problème de mettre en place des médias nationaux, mais aussi africains, qui ne parleront que des problèmes africains. Moi, ça me fait mal quand je vois, par exemple, des médias internationaux parler des questions du continent. Parfois, de façon écorchée, je le dis, parce que ce n'est pas tout le temps ce qui se dit qui est vrai sur le terrain. Et une place qui est en train d'être récupérée aux Africains qui pourtant doivent se l'approprier et donner la vraie information. On a aussi ce rôle-là. Donc moi je me dis que oui, dans 10 ans, pourquoi pas créer un média africain à l'image de Africa, sans pourtant faire de publicité bien sûr. Oui. Et toi Anan, comment tu te vois dans 10 ans? Moi, dans 10 ans, je me vois aussi créer un média. Parce que pareil, j'ai l'ambition de changer un peu la manière de pratiquer le journalisme. Pour toute proportion gardée, bien sûr, mais j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et j'ai envie, parce que moi, je m'intéresse beaucoup plus à la culture, aux choses comme ça, le divertissement et tout ça. Et j'ai vraiment envie de porter cette industrie-là, l'industrie du divertissement en Afrique. C'est vraiment très ambitieux, mais c'est ce dont j'ai envie. J'ai envie vraiment de créer un média qui met à l'honneur tous nos artistes, que ce soit les chanteurs, les acteurs, tous ceux qui font que ce soit du théâtre, qui ont des activités culturelles, tout ça. Parce que je pense que c'est un peu aussi, même pas qu'un peu, c'est même beaucoup, un pas de développement qu'on n'a pas encore beaucoup exploré, surtout dans mon pays, au Burkina Faso et un peu en Afrique de l'Ouest aussi. Il y a des choses qui se font ailleurs, par exemple au Nigeria, en Afrique du Sud. Et moi, j'aimais vraiment beaucoup apporter ce truc-là, apporter ce style de journalisme qui s'intéresse à la culture, à l'actualité de nos célébrités. Parce que je pense que c'est ça aussi qui va faire qu'on va pouvoir porter plus haut la culture africaine. Et donc, oui, moi, dans 10 ans, je me vois à la tête d'un groupe médiatique avec une télé, une radio, un site web qui s'occupe de ça, en fait, de précisément ça, de la culture, de mettre en avant la culture. Et au studio, on a encore Samir. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Moi, j'ai une question de curiosité à vous poser. Allez-y. Qu'est-ce qui vous empêcherait aujourd'hui, puisque la question c'était comment vous voyez-vous dans 10 ans? Et c'est ce que je disais tout à l'heure à Noël, quand il m'a posé la question, est-ce que le peuple est prêt? On se réfère à l'humain. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire aujourd'hui?
Pourquoi attendre 10 ans? Qu'est-ce qui vous en empêcherait de le faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait changer dans 10 ans? Peut-être de développer là-dessus. En 10 ans, c'est une projection. Peut-être que d'ici là, on serait déjà arrivé. Mais parce que moi, je ne compte pas quand même attendre 10 ans, même pas 2 ans. Voilà. Même pas 1 an. Même pas 1 an. Voilà, là, c'est un projet, j'y travaille. Parce qu'il faut commencer petit pour aller grand. Et d'abord, je vais aller avec mon web média. Peut-être que plus tard, je vais l'agrandir à en faire une télé, une web radio. Enfin, ça va grandir au fur et à mesure. Mais je ne compte pas attendre 10 ans pour vraiment me lancer, quoi. Alors, je me permets tout de suite. Aïssa t'a dit qu'elle a déjà un web média. Oui. C'est quoi le web média? Je ne l'ai pas encore, mais je compte bien sûr le créer. Et voilà, j'ai dit je ne compte pas attendre 10 ans, et pas 2 ans non plus, d'ici 1 an, voilà. La question, on la retourne également à Anan. Oui, moi pareil, moi c'est vraiment comme elle s'appelle, c'est une projection. C'est-à-dire que dans 10 ans, je vois que tout ça c'est déjà bien placé, bien ficelé et tout ça, et c'est plus sur le long terme. Et pareil, moi là déjà j'ai commencé à créer, à me faire un peu une petite place, à essayer de mieux comprendre un peu le journalisme culturel, comment ça se fait et tout ça. Et tout ça, c'est dans l'ambition à terme de développer mon propre média, comme je vous l'ai dit. Et 10 ans, oui, 10 ans, c'est vachement loin, mais en même temps, c'est tout près. Donc, je pense que c'est dans l'ambition de commencer dans pas très longtemps. Je ne peux pas attendre 10 ans pour ça, non. Je ne pourrais pas attendre 10 ans pour ça. J'ai beaucoup trop hâte. Alors, j'ai entendu que vous n'entendez pas 10 ans, mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que le plus souvent, les journalistes sont beaucoup plus dans la réflexion. Ils mettent beaucoup de temps et finalement, en fait, ils ne font rien. Vous qui êtes encore très, on va dire, vous êtes encore pur, vous n'êtes pas encore pollué par la difficulté du milieu. Quel regard portez-vous sur cela? À toutes les deux, je pose la question de savoir pourquoi on a l'impression que les journalistes qui sont assez... Oui, je vous reçois parfaitement. Allô? Anan? Oui, je suis là. Voilà, donc, je n'ai pas bien entendu. Je disais, la question, c'est de savoir comment expliquer que les journalistes qui connaissent, qui possèdent bien leur métier, qui ont un regard, c'est un métier transversal, sont toujours employés par des gens qui ont l'audace de prendre le risque et qui souvent subissent en fait les affres de ces patrons et ne se lancent pas eux-mêmes. La question, je la pose d'abord à Anan. Comment expliquer cela? Je n'ai pas bien entendu le début de votre question. Je reprends la question. On a entendu vos projections. Voilà, Aïssa t'a dit même pas dans 1 an, donc ça veut dire c'est très bientôt. Moi je vais la chercher pour peut-être qu'on travaille ensemble. Et vous dites que 10 ans c'est même très loin pour vous, donc c'est presque imminent. Mais comment expliquer que les journalistes qui généralement ont quand même la main sur plusieurs corps de métier en même temps, c'est un métier transversal, sont souvent employés par des gens qui n'ont pas autant de connaissances et souvent subissent les affres des patrons véreux? Comment expliquer que les journalistes ne se prennent pas toujours eux-mêmes en main? Anan? C'est une très bonne question. Honnêtement, je pense que c'est plus parce que le journalisme avait, il se faisait un peu comme ça. C'est un métier qu'on apprenait juste comme ça et pas beaucoup de gens ne faisaient des études pour ça. Et même encore aujourd'hui, moi, c'est quelque chose qui m'afflige beaucoup. Parce que moi, j'ai vraiment voulu faire des études en journalisme parce que pour moi, c'est un métier sérieux et ça me désole souvent de constater qu'il y a plein de personnes qui le font, mais qui au fond ils n'ont pas eu les bases. C'est vrai, finalement, ils apprennent sur le thé, tout ça, et ça, c'est très bien aussi. Mais je pense que oui, que c'est plutôt ça aussi qui fait. Parce qu'il y a certaines choses que nous, on a appris durant notre formation et qu'on pourra garder. Et c'est ça qui fait que je pense qu'on a un truc un peu différent, un regard un peu nouveau. Et je me dis que c'est parce que peut-être ceux qui étaient là déjà avant n'ont pas eu ces choses-là, n'ont pas appris ces choses que nous, on a appris. Et ils n'ont pas aussi évolué dans le même level que nous, parce que, bon, quand même, on fait partie de la nouvelle génération et tout ça. Donc, je pense que c'est un peu ça. Aïssata. Juvénal, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est une question piège, mais je vais répondre quand même. Ah oui, parce que c'est une question piège, mais je vais essayer de répondre. Je pense que le souci à ce niveau, c'est un problème économique. On ne va pas se cacher. On ne se lance pas comme ça. Et ça demande tout un management, toute une recherche de fonds, parce qu'on ne tient pas un média parce que oui, on veut aujourd'hui du... Non,
Ça se prépare, c'est un projet qui se mûrit et tu t'imagines, tu te projettes, tu analyses tes dépenses. En fait, c'est assez de choses qui rentrent en fin de compte et c'est pas comme ça on se jette à l'eau. C'est quelque chose qui se prépare à l'avance. Et il y a ça, mais il y a aussi le fait que les gens n'ont pas, certains journalistes n'ont pas assez confiance en eux. Il y a aussi ce côté-là. Parce que... S'imaginer qu'un journaliste n'est pas confiance en lui. Oui, j'en viens. Oui, ça arrive. Que les gens n'aient pas, quand ils se disent que oui, je ne peux évoluer que sur la coupe de quelqu'un, alors qu'eux-mêmes, ils peuvent voler de leurs propres ailes. Et c'est ça le problème aussi. Parce que moi, j'ai croisé des personnes qui n'étaient pas du tout, pas assez brillants là où ils étaient, parce qu'ils ne mettaient pas tout ce qu'ils avaient en eux en évidence. Et une fois en solo dans leur propre boîte, ben c'était là toute une brillance, la plume elle était nette, et l'information était claire. Donc je pense que quelque part, il y a ce manque de confiance en eux, mais le manque de formation aussi qui fait que certains ont peur parfois de pouvoir faire toutes ces choses-là. Mais le plus important dans tout, c'est d'abord l'aspect pécunier qui n'est pas quand même négligeable. Apparemment, donc, Samir Amin voudrait poser une question. Moi, je vais rebondir sur le parcours de ces deux jeunes filles. C'est très encourageant. Hein. On aime bien parler de leadership et d'état d'esprit. N'est-ce pas, Noël? Depuis la dernière fois, on a commencé à aborder ces problématiques et je vous félicite pour cette capacité à prendre votre destin en main et à essayer de vous montrer novateur sur un secteur qui vous tient à cœur. Moi, j'aurais juste deux questions. Ouais. La première, c'est selon vous, quelles sont les qualités essentielles pour un journaliste, puisque vous parlez d'une catégorie de journalistes qui ne seraient pas peut-être dans les règles de l'art et les autres qui seraient véritables artistes. Donc, quelles seraient les qualités? Et en ce qui concerne les moyens, moi, je ne connais pas du tout, je vais avoir l'amabilité de dire que je ne connais pas le sud de l'Afrique. Hein. Je connais plutôt bien le Maghreb, mais je ne vais pas dire que je connais non plus toute l'Afrique. Ce serait vraiment présomptueux de ma part. Quelle est aujourd'hui l'influence des réseaux sociaux? Est-ce que les jeunes s'informent sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est très utilisé? Quels sont les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont en tête? Est-ce que c'est Facebook? Alors, il y a un âme qui veut répondre. Voilà, moi, j'ai beaucoup plus entendu la partie sur la question sur les qualités pour un bon journaliste. Moi, je pense que c'est d'abord le souci de dire la vérité. C'est vraiment ça, parce que c'est vraiment ça le cœur de notre métier, le souci de dire la vérité, le souci de mettre en avant des gens qui ne peuvent pas forcément porter haut leur voix. Je pense que c'est ça la principale qualité. Après, c'est sûr, en fonction des médias où on travaille, que ce soit à la télé, à la radio et tout ça, je pense qu'il y a d'autres qualités qu'on développe, mais je pense que le premier truc, la première chose vraiment qu'un journaliste doit avoir comme qualité, c'est l'honnêteté, en fait. Moi, je pense que c'est ça. Aïssata. Et elle a dit ce qui est le plus important, c'est ça, l'honnêteté professionnelle d'abord de la personne, du journaliste, mais également l'objectivité dans tout ce qu'on fait. C'est vrai qu'on recherche la vérité, mais dans cette recherche de la vérité, il va falloir un moment aller sur la base de tout mettre sur la table et de dire, ben voilà, je suis tel, au lieu de se mettre dans la peau d'une autre personne qu'on n'est pas et soustraire des informations frauduleusement, ce qui n'honore pas du tout le métier. Mais à côté, l'autre question, qui est bon journaliste ou mauvais, il n'y a pas de mal à apprendre le métier sur le tas. Moi, je l'ai fait, je ne le cache pas, j'ai appris le métier sur le tas parce que j'ai d'abord eu ma licence en droit des affaires avant de vraiment migrer, plonger effectivement dans le monde des médias. Donc, il n'y a pas de mal à dire qu'on apprend le métier sur le tas, mais ce qui serait mal, c'est de ne vraiment pas se conformer aux règles du métier, en fait, et accepter se remettre en cause. Parce qu'on ne peut pas prétendre tout connaître quand on apprend le métier sur le tas. C'est impossible. Il faut se remettre en cause, apprendre et surtout que ce métier se réinvente. Vous avez touché une question des réseaux sociaux. Le métier se réinvente chaque jour avec les réseaux sociaux. Et là aussi... Vous êtes un peu menacé par ces réseaux sociaux, justement? Oui, c'est quand même un rendez-vous de beaucoup de mélanges où le vrai est confronté au faux, où... Vraiment, le populisme est là, mais c'est aujourd'hui la réelle difficulté. Je pense que c'est tous les métiers,
toutes les catégories de la presse qui sont aujourd'hui touchées par le phénomène des réseaux sociaux, que ce soit la télé, on a aujourd'hui des web TV qui sont produits que sur Internet. Donc, la télé est quelque part aussi menacée, mais tu vois, vous voyez, ils essayent de vraiment se conformer à cette numérisation, à ce changement, je dirais, brusque qui est intervenu sans qu'ils n'y se soient préparés à ça. Donc, il y a assez de choses, mais dans tout ça, c'est le professionnalisme du journaliste qui est recherché. Bien entendu, c'est très bien dit, c'est le professionnalisme du journaliste qui est recherché. On est rentré dans les 2 dernières minutes de ce magazine. Vous vous rendez compte quand c'est passionnant, quand c'est intéressant. Le reproche m'a été fait tout à l'heure, en fait, d'avoir clivé en studio avec les hommes qui parlaient. J'espère que cette fois-ci, en fait, hommes et femmes ont parlé. Justement, une dernière question pour les 40 dernières secondes qui restent. Quel peut être l'apport des femmes, des journalistes et des femmes pour une nouvelle Afrique? La question la pose d'abord à Anan. Je pense que la question. La question est celle de savoir quel peut être donc l'apport pour une nouvelle Afrique des journalistes, notamment des femmes journalistes en fait. L'apport, moi je pense que c'est le nouveau. En quoi ça peut être nouveau? Le nouveau dans la manière de faire. Parce que quoi qu'on dise, les femmes, elles ont une certaine sensibilité, une certaine empathie. Et je pense que souvent, ça manque beaucoup dans le journalisme. Parce que quoi qu'on dise, ça reste encore un métier plutôt masculin. Il y a des femmes qui font très bien le boulot déjà. Mais je pense que cette nouvelle génération de femmes qui veulent se lancer dans le journalisme, nous avons en quelque sorte bâti ce que les autres ont commencé. Merci. Les autres ont commencé. Merci Anan. En 30 secondes donc, Aïssata. Je vais aller rapidement, mais je pense que déjà vous avez la réponse avec nous ici dans le studio. Vous avez la réponse devant vous. La profession se rajeunit, elle se féminise de plus en plus. C'est vrai qu'avant, il était 10 ans en arrière, en tout cas dans les pays d'où nous venons, il était impossible de voir des femmes journalistes, comme moi aujourd'hui assise dans ce studio. Donc je pense que ça déjà c'est un changement qu'il faut apprécier. Et aujourd'hui ce qu'il faut souligner, c'est que les femmes, elles sont présentes dans tous les domaines du métier aujourd'hui. On voit des femmes JRI, on voit des femmes cadreurs, on voit des femmes, c'est que elles sont c'est déjà ça, c'est déjà Merci beaucoup Aïssata. Merci à vous, merci également à Salamata. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour laisser Salamata conclure. En tout cas, merci à vous tous, amis auditeurs, amis invités. Merci à Anan qui a accepté donc de nous consacrer un peu de son temps. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. Le temps, les bonnes choses ont une fin. Au revoir à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci, Merci c'était de un plaisir. l'invitation. Et on se retrouve prochaine. mardi prochain. Avec plaisir. Au revoir.